par conséquent, on assiste à plusieurs vagues de chaleur, plusieurs conséquences sur les incendies, les feux de brousse, etc., les inondations, les calamités à travers le monde qui sont les conséquences, bien entendu, de ce bouleversement climatique. Pour ce faire, par rapport à cette crise climatique, aujourd'hui, la RDC se présente comme étant un pays solution. Pourquoi un pays solution? À cause de son massif forestier qui est important, qui est le deuxième au monde après l'Amazonie, de ses différentes ressources en eau, sa biodiversité diverse et diversifiée, ses minerais stratégiques qui jouent un rôle très important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais conscient justement de ces atouts de la RDC et des avantages que cela représente sur le plan économique, il y a plusieurs opérateurs économiques qui se sont lancés dans la vente des crédits carbone en RDC aux entreprises étrangères afin de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais en même temps, il y a d'autres questions qui surgissent sur les retombées réelles de ce marché du carbone et des revenus y afférents sur la vie des communautés qui dépendent essentiellement de ces forêts. C'est à propos de cela, ou partant de cela, que le SENADEP, tirant les leçons du secteur minier et de tout le travail que la société civile a mené et continue à mener afin de défendre les droits des communautés locales et afin d'éviter la répétition de la malédiction des ressources telles que c'est stipulé dans les secteurs des ressources naturelles et que cette malédiction ne puisse pas se répercuter dans le secteur du marché carbone. Et bien entendu, à l'issue des discussions que nous avons eues avec les organisations de la société civile, le SENADEP lance aujourd'hui cet observatoire de marché carbone, qui est un outil au service des acteurs, tant privés que publics, afin d'améliorer la gouvernance du secteur du marché carbone. Ainsi, pour terminer mon propos, je remercie chacun de vous et j'espère que ce moment de partage vous aidera à mieux peaufiner les actions futures qui seront menées dans le cadre de cet outil important qui est l'Observatoire du marché carbone en RDC, afin de garantir le bien-être des communautés d'une manière particulière, mais aussi de tout Congolais d'une manière générale. Je vous remercie. Je tenais à vous expliquer ça basiquement pour que les gens n'oublient jamais quel est le but du marché carbone. C'est financer la lutte contre le changement climatique. Et aujourd'hui, le marché carbone, parce qu'il part du principe de l'internalisation du coût de l'impact environnemental dans l'activité économique. Maintenant, ce marché ou ce mécanisme des finances climatiques mondiales est aujourd'hui régulé par l'accord de Paris, notamment l'article 6, qui prévoit 3 principaux mécanismes. Des mécanismes de coopération entre États, c'est-à-dire, on venait de voir un exemple, la Suisse va financer les agriculteurs de riz au Ghana pour que les agriculteurs de riz au Ghana fassent du riz à faible émission de méthane, mais les réductions des émissions découlant de ces activités du Ghana vont être comptabilisées par la Suisse dans le cadre de ces engagements. Il existe un deuxième dispositif, c'est celui qu'on appelle le marché volontaire. Et c'est celui que nous voyons chez nous ici. C'est des compagnies, comme vous décidez de voyager en avion. Sur votre billet, vous remarquez actuellement, on met toujours l'impact carbone de votre voyage. Et vous décidez volontairement de compenser l'impact carbone de votre voyage. Enfin, il existe un troisième dispositif, c'est celui du financement non marchand. C'est-à-dire, on n'est pas en train de monétiser les résultats. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas comptabiliser les résultats. Et on a un exemple de financement non marchand, c'est par exemple le CAFI. Mais,
Quand vous allez plus loin à l'article 13 de l'accord de Paris, vous allez remarquer que toute la finance globale climatique va être contrôlée. C'est-à-dire, quiconque finance une action de lutte contre le changement climatique, et je rappelle, vous avez les deux volets, la réduction des émissions ou l'atténuation et l'adaptation, va comptabiliser son action. Ayant placé ces tableaux, je vais vous montrer le tableau qui est derrière moi. Il existe 170 types de crédits carbone. Mais chez nous, on ne parle que d'un seul, la RED. Mais vous remarquerez que la RED n'est qu'un seul type de crédit carbone sur 8 types de crédits carbone d'utilisation des terres. La question, l'observatoire va observer quoi? D'où la première préoccupation, c'est celle de renforcer les capacités des intervenants dans l'écosystème à comprendre réellement de quoi il s'agit. Je vais vous donner une petite image que très peu de gens savent. Savez-vous que le fait de brûler le makala, j'ai dit bien brûler, c'est-à-dire le makala, le fait de les brûler, génère plus d'émissions que le fait de déboiser? Aujourd'hui, on estime à l'équivalent d'1 milliard de barils de pétrole de ce qu'on appelle le black carbone, la transformation du bois en charbon de bois. Tandis que les makala ne déboisent que 105 tonnes CO2 l'an, 105 000 tonnes CO2 l'an, qui équivalent à peu près à peine à 50 millions d'émissions CO2. Le black carbone représente 400 millions de tonnes CO2. Ceci étant dit, et ayant rappelé que le marché carbone n'est qu'un instrument de la finance de la lutte contre les changements climatiques, qui, je le rappelle, est l'une des 3 principales menaces existentielles de l'humanité, ayant rappelé qu'il n'existe pas que les forêts comme problématique du marché carbone, notamment la RED, je préfère maintenant exprimer l'avis de la société civile, du secteur privé. Le Code des investissements définit 3 rôles dans le développement du pays, qui est la RDC, qui a fait l'option de l'économie du marché, c'est-à-dire la création des richesses pour lutter contre la pauvreté. 1, l'État met en place les cadres habilitants. 2, les secteurs privés développent les business et créent de l'emploi. 3, la société civile encadre l'homme dans toutes ses dimensions. Ces 3 rôles étant repartis, appliqués à la problématique de la finance climatique par l'approche marché, notamment marché carbone, il y a clairement 3 rôles. Le premier rôle, c'est l'État qui doit mettre en place les cadres habilitants. Je suis désolé de le dire en face, tout le monde le sait ici, le cadre aujourd'hui légal et institutionnel sur la question du marché carbone tue carrément le marché. Et c'est tellement grave que quand vous lisez les décrets créant l'autorité des régulations du marché carbone, on ne reconnaît comme unité de réduction des émissions en RDC que ce qui vient de la protection des forêts. Ça veut dire que pour notre gouvernement, il n'existe qu'un seul type de crédit carbone, alors que vous voyez qu'il y en a 170. Donc, moi, en tant que développeur carbone, si je me lance dans une activité comme les voitures électriques, la loi ne me légifère pas. La première mission, donc, de la société civile, ça serait d'inciter le gouvernement à mettre en place véritablement un cadre habilitant. La deuxième chose, c'est que le carbone, c'est une commodité comme les mines, comme tout autre. C'est un mensonge de penser qu'on doit nous payer parce qu'on a des forêts. Et moi, j'ai toujours dit, je sais peut-être que Papa René ne sera pas d'accord avec moi, si on devait payer pour avoir les forêts, eh ben, c'est ceux qui ont 1400 gigatonnes de stock de carbone, je parle des forêts boréales, qui devaient être les premiers à être payés. Parce que nous, on n'a que 50 gigatonnes. Ce qui est rémunéré, c'est les efforts fournis, soit pour éviter une pollution, quantifiée en tonnes CO2, soit pour la capturer.
Donc, il est indispensable que l'on comprenne que le marché carbone, c'est comme toute activité économique. C'est comme un taxi-bus. Tu ne dors pas, tu te réveilles, tu commences à manger l'argent du transport. Non, j'achète mon véhicule, je mets le carburant, je paye mes taxes et j'ai fait mon business. Mais où est-ce que la question de la communauté devient importante? C'est parce que notamment le carbone basé sur l'utilisation des terres va vers les terres communautaires. Et quand il va vers les terres communautaires, les communautés deviennent des parties prenantes clés de la production de la commodité. Et donc, il faut mettre en place un écosystème équilibré qui garantit à l'investisseur le retour sur investissement, et ça, coup de chapeau. Notre réglementation prévoit le remboursement à 100% du coût d'investissement d'un projet carbone. Ce n'est que quand tu es rentré dans la totalité de tes coûts que l'État te demande de partager les dividendes. Et ça, félicitations à ceux qui avaient travaillé à cette réglementation. Mais là où il est resté des faiblesses, et je pense c'est ça la faiblesse de la société civile, c'est dans la maîtrise de la thématique, la compréhension des défis adaptatifs, le niveau des risques que les entrepreneurs carbone prennent. Et c'est donc cet ensemble que moi je pourrais donner comme recommandation. En premier lieu, que la société civile, et j'encouragerai les autres, comprennent c'est quoi réellement la filière de la finance climatique par l'approche marché carbone. Maîtrise les métiers. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a une seule personne qui peut conseiller sur le plan légal un développeur carbone. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a une seule personne qui sait comment on fait de la vérification ou de la certification. Ça veut dire que nous sommes sur une grosse opportunité où les parties prenantes nationales et locales peuvent en profiter, mais où vous allez me condamner, moi, d'aller payer une agence internationale qui va me coûter 250 000 $ ou 500 000 $ chaque année pour venir vérifier mon rapport, alors qu'une société congolaise aurait pu fournir les mêmes efforts. Donc, que la société civile apprenne c'est quoi cette opportunité. Que la société civile comprenne que le marché carbone, comme le dit l'article 215 de notre Constitution, elle est légiférée par des lois internationales que nous avons ratifiées. Que l'on comprenne c'est quoi la réglementation internationale et que l'on porte le plaidoyer pour une bonne réglementation nationale et qu'elle soit exhaustive et s'il vous plaît, qu'on arrête de penser que le carbone c'est les forêts. Ce n'est qu'une des solutions. Les impacts négatifs, on résume à 3. Il y a d'abord les droits des communautés, les droits des espaces, ça peut avoir, hein, c'est-à-dire que les parties carbone peuvent avoir ces impacts négatifs-là. Les risques aussi de perte de moyens de subsistance et encore la question de la non-reconnaissance des droits. Alors, quand nous parlons de violation des droits des espaces, c'est que de nombreux projets de crédit carbone nécessitent des terres. Il faut vraiment qu'il y ait de l'espace. Ce qui peut empiéter sur le territoire côtier des peuples autochtones et communautés locales. Et souvent, la plupart de ces projets sont, enfin, en RDC ici, on a très peu vécu des moments de consultation où on a eu des clips par rapport à ces questions-là. Le deuxième impact négatif toujours, c'est la perte de moyens de subsistance. Les projets de crédit carbone peuvent restreindre l'accès des communautés à leurs espaces traditionnels. Et là, ça affecte les moyens de subsistance et leur mode de vie. Le troisième point, c'est la non-reconnaissance des droits. Ça, c'est aussi une question juridique des droits fonciers, des droits des émissions de carbone, de PA. Et voilà, ça peut amener à des conflits majeurs. Bon, c'est ce qui est positif, ce qu'on a vécu, c'est ce que je disais que moi, je suis dans le présent et je suis dans la science. C'est compliqué un peu, mais nous, on va essayer un peu de voir ce qui existe pour voir quels peuvent être les impacts. Les impacts, c'est d'abord des opportunités économiques, on en a trop parlé.
Les projets crédit carbone, s'ils sont bien gérés et s'ils prennent en compte les communautés locales dans tous les niveaux des processus, ils peuvent générer des revenus et des bénéfices pour les communautés. Et après, il favorise aussi la conservation et la gestion durable des forêts. Et là où, encore une fois, les communautés jouent un rôle crucial dans la gestion et la protection des écosystèmes. Nous, j'ai toujours dit dans les discussions avec nos amis et des groupes de gouvernance qu'on ne sait pas qu'avec ce qu'on a. On peut parler de 2000 sortes de carbone, mais nous, en RDC, ce que nous savons ce que nous avons. Nous n'avons pas tout ça et nous n'avons pas des avions, nous n'avons pas d'industrie. Nous avons une forêt et tout tourne autour de ça. C'est-à-dire que si on veut faire vraiment les plaidoyers, on ne doit pas se diluer. Parce que si on se dilue au niveau international, on va perdre le lead, on va se retrouver dans tout. Et ça, c'est un débat qu'on fait souvent et je pense que ça continue, comme disait, par le moment, on n'est pas toujours on est des... Alors, donc, ce sont les deux impacts là que je voulais. Alors, il y a quand même quelques principes sur la santé. Il y a des principes qu'on ne peut pas, pour notre société, que nous ne pouvons pas transiger par rapport à tous ces portées de projets. Et la plupart recherchent des bénéfices, donc il y a des choses qui minimisent, notamment tout ce qu'il y a comme calcul. Ils peuvent exagérer même le niveau de référence. Ils peuvent exagérer, ils peuvent donner des chiffres qui les permettent d'avoir beaucoup plus de bénéfices et pourtant ce n'est pas toujours vrai. Et donc, nous insistons beaucoup sur la qualité à l'entrée, c'est-à-dire les MRV, c'est-à-dire qu'on doit avoir un consensus, nous, aux communautés, sur ce que vous pensez, comme quantité de carbone. Évidemment, on ne va pas, c'est un démon simple, hein, c'est toujours compliqué quand on va faire le niveau de référence, les calculs là avec les équations allométriques. Mais il y a moyen, avec le comité, de dire, bon, voilà, nous avons ensemble cet espace a autant de tonnes de carbone générées, et voilà. Donc, le niveau de référence de départ, pour que nous puissions savoir s'il y a des efforts qui évoluent et que tout le monde puisse le voir. Parce qu'il y a toujours des contestations par rapport à l'évolution des efforts et la participation. Le deuxième principe, c'est le soutien des droits des communautés à un consentement libre, éclairable et éclairé. Il est possible que les communautés s'opposent. Et que donc, il faut vraiment trouver parce qu'en fait, c'est un paiement basé sur les résultats, c'est un changement de comportement. Donc, si on ne change pas de comportement, il n'y a pas de résultat. Donc, on a l'obligation de s'assurer que les gens ont consenti librement à ces engagements-là. Et là, donc, je me dis que la possibilité de se retirer des accords de réduction des émissions au niveau du projet de juridiction, ça doit être un droit pour les communautés. En sens et que ces droits doivent être protégés. Et là, nous allons vers un mécanisme, un dispositif très, disons, de gestion de plein de recours qui doit être mis en place à ce moment-là. Et enfin, l'autre principe, c'est la pleine participation. Je pense qu'on y revient toujours et tout le monde le dit. Effective et efficiente des communautés dès la conception jusqu'à la mise en œuvre de ce genre de projet. Alors, donc, en partant de ça, nous avons 3 points d'attention, les consultations et les consentements. Ça manque beaucoup dans beaucoup de programmes, et ça fait tout un problème. La reconnaissance juridique des droits de ces communautés par rapport aux espaces, parce que ce n'est pas en l'air, c'est un espace. Ces espaces sont occupés ou appartiennent d'une manière ou d'une autre à ces communautés-là. Et enfin, l'amélioration de la qualité de vie comme un point d'attention. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie de communauté? Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le seul repère que nous avons, malheureusement, on ne sait pas les comparer, c'est le programme ERA, ce qui est là. Mais on n'a pas un autre repère pour faire un peu une comparaison, voir un peu qu'est-ce qui a changé. Et on y travaille encore pour voir un peu s'il y a l'évolution, un changement. Bon, les scientifiques, il y a un débat scientifique, mais nous, on va dans un débat des communautés. Si avec combien de maisons tollées, il y en a maintenant combien aujourd'hui? Évidemment, parce qu'il y a aussi les débats. Ça aussi, il faut revenir sur ça. Nous avons un débat difficile sur le mécanisme de partage de bénéfices. On est encore dans la tradition des clauses sociales qui sont dépassées et qui n'ont pas donné de résultats avec les quotas forestiers. Et nous sommes en train de nous battre pour que ces investisseurs-là puissent utiliser d'autres mécanismes où on a les CLD, les communautés locales de développement,
où on a le plan local de développement conçu avec tout le monde, pas venir donner une jeep à un chef coutumier. Et que donc, je pense qu'il faut que ces projets puissent transformer leur façon de rétribuer les bénéfices des communautés, que ce soit perceptible. Parce qu'en fait, vous allez trouver quelque part où on ne fait que construire des écoles depuis qu'on est là. Chaque chef coutumier demande une école. Après, on a dans un village 30 écoles. Et après, il n'y a pas d'enseignants mécanisés. Après, il n'y a pas d'élèves. On construit des hôpitaux, il n'y a pas de... Et tout le temps, vous allez chez Ferrabon, on vous dit, nous, on a construit des hôpitaux. Vous allez chez Hera, nous avons construit des écoles, des hôpitaux. Est-ce que c'est ça l'urgence des communautés tous les jours et tout le temps? Est-ce que les communautés, pendant 50 ans, on va laisser la pêche, tout le monde va aller à l'école et puis après? Et voilà donc les questions qui reviennent toujours dans ce genre de... Alors, nous, comme GTCR, on recommande beaucoup aux projets, à tout apporteur de projets, d'avoir une approche inclusive et respectueuse des droits et des reconnaissances traditionnelles. Et donc, voici quelques stratégies. D'abord, la reconnaissance et protection des droits de la reconnaissance juridique des communautés. Là, c'est important de s'assurer que ces communautés ont des droits, ils ont des espaces sur lesquels on va travailler. Nous devons travailler aussi sur la valorisation des savoirs endogènes. C'est vrai. Hein? À un moment donné, quand on fait le plan de gestion, on va trouver des arbres à chélis. Si on confond tout ça, on met dans le programme, ça pose problème. Il y a des sites sacrés et tout ça. Et donc, tout ça dans les aménagements, par rapport à ça, il faut vraiment que ce soit très bien sécurisé par tous les protecteurs du projet pour permettre aux communautés de continuer leur mode de vie. Et là, nous avons aussi la participation active de leadership en favorisant l'inclusion et la gouvernance. Là, la gouvernance, c'est important. Comme nous disons, quand on a des CLD, on a des communautés locales de développement bien structurées, des organismes qui fonctionnent, ils peuvent avoir un dialogue régulier dans une gouvernance participative avec les porteurs des projets. Et là, on a moins de plaintes et ainsi de suite. Et enfin, ce qu'on a appelé le partage de bénéfices, le soutien financier et technique. Et avec accès au financement, l'assistance technique soutenue, et tout ça, c'est ce que je leur ai dit, le renforcement de capacité et tout ça, ça entre dans cet aspect-là. Et faut pas, c'est comme je dis, il ne faut pas toujours venir, vous quittez Kinshasa, vous venez là-bas, vous amenez les ciments et les sables, vous commencez à construire. Il y a moyen que les communautés elles-mêmes puissent faire ça après qu'ils se développent. Donc, une école peut être construite par les communautés à travers des activités qu'ils ont fait, qui ont généré de l'intérêt, que de dire, par moment, on regarde ces écoles comme ça, on se dit, mais c'est ça, c'est une école de Hera, c'est une école de BBT, c'est une école de Parabola. Et quand ils partent, les gens, il n'y a personne qui s'en occupe. En résumé, donc, le marché carbone donne beaucoup d'opportunités de conservation, mais il est crucial qu'on puisse contribuer à respecter les droits des communautés locales et les inclure dans les processus décisionnels pour éviter les impacts négatifs. Il est aussi essentiel de collaborer étroitement avec les communautés locales pour veiller à ce que les marchés volontaires de carbone fonctionnent de manière à protéger et à promouvoir leurs droits et leurs moyens de substance. Cela peut accélérer à leur tour l'offre de carbone de haute qualité, provenant des projets qui sont des chefs de file de projets qui ont un impact sur eux et qui leur sont bénéfiques. Les noms. Moi, c'est Emmanuel Moussou, de Corab. La petite polémique sur le type de carbone. Bien évidemment, il existe plusieurs types de carbone. Mais moi, la question, c'est de dire, on se plaint qu'on se focalise sur la forêt. Moi, je pense que c'est parce que c'est un des moyens les plus efficaces pour contenir ou séquestrer au fait le carbone qui est produit par tous ces autres secteurs. Comme vous le dites, il y a plusieurs secteurs qui contribuent à la production du carbone. Mais la question ici, c'est comment on contient ce carbone. Donc, alors, évidemment, si vous dites que pourquoi on se focalise seulement sur le forêt, quels sont les autres secteurs ou les autres mécanismes qui peuvent être mis en place pour davantage séquestrer ce carbone comme on le souhaite. Et la deuxième question, c'est par rapport au mécanisme même pour capitaliser au fait ces fonds-là. Parce que vous êtes en train de faire la bonne promotion de ce crédit comme étant un secteur important qui peut booster le développement. Pour
moi, la question, c'est de dire, d'abord, est-ce qu'il y a effectivement, vous avez cité le cas du Katanga, mais quel est ce projet qui a été élaboré de façon durable pour être sûr que, effectivement, les communautés sont vraiment portées en avant? On le disait ici, il y a de ces projets comme celui des ERA, ils ont construit des écoles, etc. Mais est-ce que ça répond aux besoins des communautés? Parce que cela se dit sur base de quel plan de développement, par exemple, où on essaye d'appliquer tout ce qu'il y a comme initiative autour de ce débat. Voilà, ce sont là les deux questions qui sont. Communication très pertinente. La première question s'adresse à M. Julien. Récemment, sous l'appui de la Banque mondiale, un rapport a été produit pour dire que la RDC peut encaisser plusieurs milliards de dollars par an avec ses forêts. Il faisait allusion justement à ces problèmes de café. La question, qu'est-ce que la RDC ne fait pas, n'arrive pas à faire pour essayer de bénéficier de ces milliards qui sont en l'air, qui sont autour de ce pays, qui n'arrivent pas? À mon collègue Guy, la question est simple. Les communautés vont garder les forêts. Et tout le monde, nous savons qu'ils vivent de ces forêts-là, ils y habitent, ils exploitent la forêt et tout ça. S'ils doivent garder la forêt, les gens la forêt, ils vont vivre de quoi? Quelles sont les solutions alternatives qu'on a mis en place pour permettre à ce que les communautés puissent continuer à garder la forêt? Voilà mes deux premières questions. Merci. Il y a beaucoup d'opportunités pour le pays. Mais là, vous avez donné juste des recommandations spécifiques. La société civile n'est pas un organe décideur dans ce pays. Nous accompagnons plutôt le gouvernement dans ses actions. Alors, j'aimerais bien, parce que vous êtes du secteur privé, que vous puissiez proposer quelque chose, parce que ça semble que le pays ne bénéficie pas vraiment de ce marché-là. Qu'est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez conseiller en ce moment ici, le gouvernement congolais, pour que ce crédit carbone ne puisse pas bénéficier non pas seulement à la communauté, mais à l'ensemble du pays? Voilà ma première question. Et l'autre question, je l'adresse au coordonnateur du président. Vous avez fait un regard de la société civile sur l'impact du marché carbone sur la communauté. Moi, j'aimerais avoir cet impact-là. Est-ce que réellement, il y a un impact que nous pouvons parler d'un impact positif depuis que ce marché a commencé dans notre pays? Merci. On termine. Ma question s'adresse laquelle j'insiste par rapport à notre communauté nationale et à nous-mêmes, qui savons un peu plus que les autres. Et de la prochaine fois sur votre intervenant. Je vous remercie beaucoup et je vous félicite parce que vous êtes une grosse matière sur laquelle l'humanité a fait plancher depuis plusieurs décennies. On ne peut pas tout comprendre. Et même si on se met 3 ans, ensemble ici, on n'aura pas très complexe. Ma préoccupation, c'est si j'ai l'impression que nous continuons de fonctionner de manière extra. Vous avez commencé votre discours en disant nous sommes ici pour l'avenir de l'humanité. Non. Nous sommes ici pour l'avenir de la communauté congolaise qui détient une forêt et est un enjeu de l'humanité. Donc ça, je crois que c'est une préoccupation qui peut expliquer beaucoup de prises de position dans votre pays. Et je voulais vous demander, je vous réexpliquer, on m'a dit qu'on ne doit pas devoir poser la question au modérateur, mais vous avez posé une contradiction entre vous deux. Vous avez dit qu'il peut vous en vouloir. Bon, vous ne l'avez pas choqué, lui, parce qu'il n'est pas sensible. Et moi, vous m'avez choqué. Parce que, effectivement, il y a une question.
les autres préoccupations qui sont intervenues dans cette question du crédit carbone, elles sont tardives. Et ce sont des éléments qui ont été injectés là-dedans pour nous éloigner du marché. Nous qui détenons les forêts qui aspirent, qui captent ces carbones que les autres émettent. Nous savons, nous avons combien d'avions. Et les autres, ils en ont tout plein. Ils payent où? Ils compensent où? Je voudrais que vous me l'expliquiez. Est-ce que cette contradiction entre vous, donc, en quoi vous les choquez et comment vous pensez que vous avez raison et pas lui? Voilà un peu la grande préoccupation. Donc, je voulais surtout faire le reproche de l'extraversion de notre économie, surtout avec les privés. Merci. Je sens qu'il y a déjà des réponses qu'on a et que donc il faut juste compléter. Quelle alternative pour que la communauté puisse préserver? Celui qui pose la question a une partie de la réponse. Absolument. Quelle est l'alternative pour que la communauté puisse préserver les forêts? L'alternative, c'est que, comme on dit, il faut d'abord qu'elle soit concernée directement, qu'elle soit consultée à temps réel, pendant la conception, pendant la réflexion, pour que le travail de mise en place des plans simples de gestion et tout soit participatif. À ce moment-là, les forêts, c'est pas, on ne va pas interdire à une communauté de fabriquer les cercueils, de fabriquer du pirogue parce que c'est ça dans la forêt. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, quand on fait la cartographie, qu'on se dise où les forêts, c'est où? C'est pas là où c'est dans la maison. Où est-ce qu'on fait l'agriculture? Est-ce qu'il y a des espaces dégradés ou des espaces marécagés ou tout ça, ou des savanes? Et donc, c'est dans ces consensus-là qu'on dégage ce qu'on peut protéger et ce qu'on peut utiliser. De l'autre part aussi, il peut arriver de moi qu'on a des pratiques qui ne sont pas durables, des pratiques de l'agriculture qui menacent les forêts, et après on peut les faire autrement. C'est une possibilité, je pense que je n'ai pas vraiment de données à des agronomes, mais il est possible de cultiver aux alentours de sa maison, dans un espace très réduit par rapport à toute la technique moderne de l'agriculture, et d'aller défricher pour avoir un sac de manioc que vous faites des antennes de couper des arbres robustes là, vous souffrez, ainsi de suite. Et donc, tout ce travail-là, il doit être bien fait, comme ils doivent être impliqués, et c'est leur implication qui les permet de participer à la prévention de ces forêts. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose, un résultat qui existe? Moi, nous, quand on a été là, on a commencé d'abord par travailler avec la Banque mondiale sur le programme juridictionnel Maïbo. Ça nous a fait des années, c'est pénible, je crois. Et je ne pense pas que ce que nous disons ici est automatique. Je crois qu'il ne faudrait pas aller se faire prendre par les communautés avec les promesses jamais comprises. Que ce soit les deux que je connais, parce que je venais d'afficher un catalogue de certains projets qui existent. Mais les deux que je connais, celui de la banque, il a commencé en 2009, il est entré en vigueur qu'en septembre de cette année. Nous sommes en combien d'années là? 14 ans. 14 ans, on a fait des consultations avec le comité en 2010, il y a eu des études, il y a eu des points, il y a tout le document, les plans de partage de bénéfices, les mécanismes de gestion des plaintes, tout existe. Mais bon, c'est très rigoureux au fait. C'est très rigoureux parce qu'il faut vraiment donner des garanties que dans les jours à venir, ce n'est pas le gouvernement qui va venir pour dire bon, je vais raser cette forêt. Alors, donc ça, c'est une chose. Mais ce que moi je peux dire aussi par rapport à ça, c'est que nous, quand on compare, évidemment, quand vous allez je prends ma nombre aujourd'hui, vous allez voir que, bon, évidemment, quand on a commencé en 2009, on a circulé un peu les provinces forestières, c'est là où il y a la pauvreté la plus grande, quand c'est la vérité. Vous trouvez des forêts où les écoles n'ont pas de bancs, et les bois sortent tous les jours. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, on dit que d'abord, la banque achète des carottes à $5. C'est pas signifiant. Elle à 7, à 8 ou à 12. Ça dépend, le prix est très fluctuant. Oui. Le taux de d'achat au début, c'était à $12 annuel. Ça fait quoi? Ça fait que nous, on s'est dit,
Tant mieux. Si on trouve quelqu'un, c'est comme de tous. Vous cherchez de l'emploi, vous êtes licencié, et puis vous ne trouvez pas, on vous dit non, non, nous voulons un gardien ici. Donc le peu de dollars qui arrivent chez les communautés, pour nous, on l'applaudit, on tient qu'il rentre là-bas. On ne va pas se comporter comme Greenpeace ou les autres pour dire non, non, il faut tout arrêter. Nous, on dit, ben, amenez même les feux là. Pourquoi me regarder, je ne suis pas Greenpeace. Puisqu'on puisse se dire qu'il y a comme quelque chose. Et aujourd'hui, on peut le certifier, on peut l'assurer. Quand on circule dans le bain d'eau, il y a quand même un plus, mais c'est pas assez. Et puis, c'est pas structuré, comme je le disais, de ce cercle de développement-là, penser, c'est pas moi où on vient, comme je vous dis. Tous les chefs cultivés de ces parties-là, cherchent à avoir, chacun à avoir son école, sa centre de santé. Vous avez construit chez les voisins, pourquoi pas chez moi? Et après, ça pose problème, mais on se dit, on va où? On va faire quel développement avec ces gens? Donc, il y a encore des choses à corriger, mais il y a déjà des impacts, hein, des effets d'impact. Vous allez vous souvenir qu'il y a un dossier, évidemment, nous sommes en RDC, on peut parler d'autres pays comme ça, le dire. Vous allez vous souvenir qu'il y a un dossier qui a malmené la dame d'abord, parce que vous avez parlé, quelqu'un a parlé aussi de ce que gagnent les gouvernements. Le gouvernement a eu plus de 4 millions dans ces charges-là, et puis ça a créé des problèmes terribles, comme d'habitude. Donc, c'est tout ça. Je pense que ce sont les deux questions sur lesquelles je devais répondre. Voilà, donc je crois qu'il y a nous, comme je dis, que ce qui est positif, c'est qu'il faut l'encourager. Et puis, il faut dire que, je reviens, j'insiste sur nous, notre focus, c'est que nous utilisons l'arme que nous avons, c'est la forêt. On ne va pas se perdre avec c'est ce que nous amène aujourd'hui. Nous avons commencé avec l'arrêt, on a trouvé qu'on était en train d'aller vers le leadership, on nous a dilué avec d'autres choses aujourd'hui, pour un peu de démontrer que le carbone, c'est tout le monde qui l'a, même les Kenya, même les pays désertiques, et après, c'est pour faire taire la RDC, en fait. Et nous basons sur l'étude de McKinsey, qui a eu lieu, qui nous a donné notre potentialité, nous savons ce que nous pouvons. Et nous pouvons nous appuyer sur ça, et laisser les scientifiques nous dire non, le carbone, c'est partout, c'est même vous devez vous battre avec les autres, avec les Américains, les autres. Oh, moi, je dis à Oslo, la fois dernière, on doit se battre, que chacun ait une forêt, que les forêts de Marseille du Congo soient en France. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas les avoir? Et voilà, donc c'est un peu ça, juste la réponse à deux petites questions. Bien. Je suis quand même étonné que ce soit la CORAB qui soit en train de faire l'apologie de la promotion du carbone forestier, mais là n'est pas le point. Je suis un chantre des solutions basées sur la nature et les forêts ne sont pas que du carbone. Ça concentre 80% de la biodiversité. Malheureusement, ici, il m'a été demandé de me présenter comme secteur privé. Donc, je vous parle comme un entrepreneur. Mais en même temps, et c'est d'ailleurs avec lui, César, que je suis en train de faire ça, je vous présente cette étude qui va paraître bientôt. Mais cette fois-ci, c'est en tant qu'expert et quelqu'un qui a des convictions. Donc, il fallait que je reste profilé à ce qu'on m'a demandé et je ne vous parle que du business. On dit toujours, on ne fait pas les affaires avec la Bible en main. Donc, s'il vous plaît, considérez-moi dans cette casquette d'un entrepreneur dont le seul mindset, c'est créer des dollars. On est d'accord? Et je vous rappelle que notre pays a dit que pour sortir de la pauvreté, nous sommes un pays à économie de marché. Donc, le modèle de développement de notre pays, c'est pas du socialisme, c'est pas de l'écologie, c'est pas. Nous sommes un pays on nous appelle des capitalistes sociaux. Donc, nous sommes des scientifiques, restons assez circonscrits. Pour répondre à ta question, je préfère vous montrer ça, c'est la carte de la vulnérabilité climatique mondiale. Tout bizarrement, ce sont les pays riches qui sont verts, et tout paradoxalement, ce sont les pays du Sud qui sont rouges. Mais la règle est très simple. Quand il y a la pluie, toi tu as une voiture, l'autre à pied, qui est le plus vulnérable? Bien, c'est la pauvreté qui renforce la vulnérabilité.
Je veux répondre à votre question. La priorité n'est pas de capter du carbone, c'est de l'éviter. Nous devons éviter les émissions. Je disais tout à l'heure que la planète n'en peut plus. Donc, quand vous dites comment contenir le carbone, la solution des compensations n'est que l'ultime. En fait, je vais vous répéter ce que dit la loi. La première chose, il faut éviter. Donc, il faut que chaque secteur se décarbone. Et comme un entrepreneur, dans sa façon de réfléchir, il doit gagner quelque chose dans tout ce qu'il entreprend, si les cimentiers se décarbonent, je donne un exemple. Aujourd'hui, on est en train de vouloir travailler avec Kamoa, qui a décidé de ne pas utiliser le charbon de houille, mais utiliser du charbon vert. Comment cette entreprise, vous allez l'interdire de développer un tel projet parce que ce n'est pas la forêt? Donc, j'aimerais juste rappeler que la première priorité, c'est réduire les émissions. C'est en second lieu qu'il y a la compensation et en troisième lieu, la réparation. Donc, je ne pourrais pas promouvoir une solution face à l'autre, mais je dirais que chaque activité économique doit faire des efforts pour arrêter d'étouffer la planète. Merci. Et pour vous, vous le savez très bien, et c'est vrai que dans notre pays, ce n'est pas l'énergie, la première cause des émissions, c'est les utilisations des terres. Mais mondialement, dans les camemberts mondiaux, c'est l'énergie. Donc, à la fin de la journée, et même chez nous, je venais de vous parler du Makala, si on développe l'électricité, normalement, hein, si on réfléchissait carbone, Inga serait construit depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Bien. Alors, comment mobiliser? C'est simple, ayons des projets. On n'a pas des projets. Nous avons une CDN, une contribution déterminée au niveau national. Qui l'ont déjà lu? Nous avons un PNSD, un plan stratégique national de développement. Qui l'a déjà lu? C'est une liste des tâches. Quel financier donne de l'argent face à une liste des tâches pour un pays réputé corrompu? Donc, à la fin de la journée, on peut mener tous les plaidoyers du monde, mais si nous n'avons pas une demande tangible, on va financer quoi? Donc, moi, je pense que pour cette problématique, ayons des projets. C'est simple, ayons des projets. Le gouvernement a dit que pour rejoindre les engagements dans le cadre de l'accord de Maputo, nous devons financer 10% de notre budget à l'agriculture. C'est 1,6 milliard de dollars, si nous nous en tenons à ça. Mais vous imaginez ce qu'on peut générer comme déforestation évitée avec 1,6 milliard de dollars? Parce que vous faites simple, si vous mettez 1000 dollars par ménage, ça veut dire qu'avec 1,6 milliard de dollars, vous avez donné de l'argent pour la totalité des ménages agricoles de la RDC. Nous avons 16 millions de ménages. Rien qu'avec le budget agricole d'une année, on stoppe toute la déforestation du pays. Bon, on va dire ici qu'un bon développement est un développement qui est centré vers la personne humaine. Il n'est pas bon de dire nous allons avoir des millions, on va générer des millions, si et après on a des communautés qui souffrent réellement. Le carbone, c'est une très bonne chose, c'est une grande opportunité, mais il ne faudrait pas qu'on se lance dans le carbone comme on s'est lancé dans les mines. Moi, je vais prendre le cas de mon pays, le Cameroun. Quand on arrive à l'est du Cameroun, on a des mines partout. Donc, voici la maison et à quelque part, on a des mines. Des gens meurent tous les jours. Les enfants n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'il y a des mines. Donc, il faudrait qu'on soit clair en se lançant vers le carbone. Et c'est beau, comme le monsieur a dit tout à l'heure, le carbone génère tant millions, peut-être 500 millions de dollars l'année. On va distribuer 1000 dollars à chaque ménage. On arrête de faire l'agriculture. Mais en distribuant comme ça, est-ce qu'on ne va pas
encourager la fainéantise de la population? Est-ce que c'est même faisable de dire on aura de l'argent et on va distribuer à tout le monde, connaissant notre mentalité africaine? Je ne pense pas que cela est faisable. Et comme une alternative que je peux proposer, ce qui se fait déjà au Cameroun, c'est l'agroforesterie. Donc, on ne coupe plus nos forêts, mais on fait des plantations dans la forêt. C'est ce qui a été fait dans le sud du Cameroun, à Ankolenyeng par exemple. Nous avons commencé à faire des champs de cacao dans la forêt et ça a permis aux personnes de se développer, et la personne qui avait le champ de cacao a eu plus de rendement. Donc, investissons, c'est bien, mais investissons de manière responsable et impliquons toujours les communautés dans ce que nous faisons pour que le projet réussisse à 100%. Merci. Merci. Or, malheureusement. Alors, je voulais poser la question concernant le critère d'éligibilité d'un projet carbone. Là, on parle de l'additionnalité, la vérifiabilité, mesurabilité et la permanence. Ma question est de savoir, est-ce que ces critères freinent-ils pas un projet soit carbone? Parce que si on voit dans le critère de mesurabilité, cela demande beaucoup. Pour un entrepreneur, il faudrait mettre de mécanismes de mesure et ce n'est pas aussi facile. Est-ce que ces genres de critères limitent un projet soit dit carbone? C'était ça ma question. Tous les intervenants. Ma question, je ne sais pas si c'est une question, c'est une réflexion. En fait, je me dis, M. Junior a plusieurs fois dit que c'était un marché et que ce marché avait des principes d'offres et de demandes. D'ailleurs, il disait tantôt que c'était un échange d'efforts. Nous avons nos efforts d'avoir conservé nos forêts et qui séquestrent et continuent à séquestrer du carbone. Et nous devons échanger ces efforts-là vers les demandeurs. Mais ma question est, pourquoi le manque de transparence dans ces marchés-là, où c'est les demandeurs qui fixent les principes du marché? Dans tous les marchés, c'est l'offreur qui évalue sa ressource, qui évalue sa production et il les propose à un prix qu'il évalue. Pourquoi les principes du marché, nous les subissons? Généralement, le pays du Sud et ceux qui sont les plus détenteurs des forêts. Pourquoi les principes de vente, les prix, les conditions sont dictés par un pouvoir vertical venant de pollueurs ou des pays qui ne possèdent pas ces ressources? Si c'était un marché, on devrait avoir les transparences. Alors la question c'est, comment influencer, comment ramener ces pouvoirs aux détenteurs de ressources pour qu'ils fixent les prix de leurs ressources et pas subir les prix de ce qu'ils proposent comme ressources? Merci beaucoup. Je suis Paulin Lokonda, je suis de l'Ilikine. Ma préoccupation va tout droit aux responsables de GTCR, puisque c'est beaucoup plus ce sont eux qui nous représentent en tant que société civile. Je pense qu'avec le marché carbone, comme M. Gignon vient de le dire, c'est une opportunité. Et nous aussi, en tant qu'environnementalistes, on nous dit que les problèmes environnementaux doivent être des opportunités environnementales. Donc, c'est une opportunité pour nous. Et nous avons l'observatoire du marché carbone ici en RDC. Je vois, il y a même parmi ses objectifs d'assurer de la redistribution équitable pour les bénéfices ici de ces marchés par rapport aux communautés locales. Mais M. Gignon, vous savez, avec moi, nous avons un arrêté ministériel qui met en place le mécanisme de partage des bénéfices. Or, voilà. Oui, mais je pense que ce partage-là n'est pas vraiment au bénéfice des communautés locales. Puisque lorsqu'on réserve juste 25% pour la province et les 10% seulement pour les TD, et je le vois même, moi j'étais aussi en province, je suis villageois, partout où il y a l'exploitation, que ce soit l'exploitation forestière, lorsque les gens viennent même pour la conservation, c'est cette communauté-là qui en souffre.
Je l'ai vu avec Sodefort chez nous. Ils sont venus exploiter nos forêts pour le bois. Mais voyez comment nos frères et sœurs en souffrent là-bas. Même dans les écoles, il n'y a pas de banc. Qu'est-ce que la société civile fait, puisqu'il doit faire le suivi? Au-delà de ça, il nous amène encore le marché carbone. Nous vivons de nos forêts. C'est ça notre supermarché, notre pharmacie et tout. Maintenant, vous nous dites aujourd'hui, il ne faut plus exploiter ces forêts, il faut les conserver pour le marché carbone. Qu'est-ce que vous y pensez? Quelles sont les alternatives que vous voulez mettre en place pour que nous ne mettions pas encore la pression sur ces forêts-là, puisque nous vivons seulement de ces forêts. Donc, les ADR n'arrivent pas à se sauver. Les Jeux olympiques sont joués, il y a eu la canicule, avec les millions de dollars qui circulent là-bas. Pour rentrer sur les questions, je pense que tu as bien dit, nous avons tous les outils au niveau des standards qui nous facilitent un peu de suivre un peu sur ces projets-là. S'assurer qu'il y a eu des consultations, qu'il y a une invitation qui a été faite, la liste de participants, la liste inclusive participative de tous les leaders locaux, enfin, les clips lui-même, le consentement doit être intégré. Il y a des documents qui doivent être postés dans l'ensemble que nous essayons un peu de voir. C'est pour dire certainement que les projets qui sont en RDC ont commencé avant que les gens aient suffisamment d'informations et que, comme je vous dis, par exemple, à ce niveau-là, quand ces standards parlent de mécanismes de gestion des plaintes et de partage des bénéfices, et ils parlent encore de clauses sociales qui ne sont pas aujourd'hui dans les standards, plus encore pas les standards. Donc, c'est à ce niveau-là que l'Observatoire pourra à la longue avoir tous ces instruments-là pour s'assurer de la conformité des engagements et pour vous dire aussi que c'est très sensible. C'est que s'il y a une opinion négative, ça bloque. Ça bloque automatiquement. Donc, et pour nous, si au niveau du GTCR, aujourd'hui, c'est pour répondre à notre ami avec Total Forestier, on a été fatigué pendant longtemps. Nous, on n'était pas encore derniers quand les aînés travaillaient sur les questions de exportation industrielle, de bois et tout ça. Et quand nous sommes arrivés sur ces places, comme dit Tite, on a trouvé la misère. La misère, partout où il y avait ces quotas-là, il y avait la pauvreté terrible. Alors, nous continuons à penser que cette opportunité des marchés de carbone peut être une solution pour répondre aux problèmes des communautés, compte tenu de la rigueur qu'il y a dedans. Cette rigueur-là, au niveau des standards, nous rassure un peu parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas escamoter. Et c'est là où on va vers le plan simple de gestion, le plan local de développement, les CLD, et même pour consulter, pour s'assurer qu'ils peuvent porter la voix des communautés, ces amis-là, et que ces communautés peuvent porter plainte à un niveau et bloquer tout un programme. Et en plus de ça, ce qui nous arrange dans ce processus, c'est que même s'ils ne bloquent pas, ils peuvent vous empêcher d'atteindre les résultats. C'est comme on dit, les résultats, c'est évalué par... c'est la vente, c'est par période, et puis c'est une vente a priori, c'est une vente, vous achetez avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver, vous avez l'argent de quelqu'un, mais on a déjà brûlé la forêt. Les gens brûlent la forêt, et puis après, votre comptabilité pose problème. On a vu ici à quoi on a brûlé les acacias. Donc, il y a toute cette assurance-là qui nous permet de dire que les communautés peuvent être au centre, et ils peuvent avoir un mot à dire, ils peuvent disons, ils peuvent participer à la gestion de ces fonds carbone-là facilement. Alors, pour les exploitants, nous n'avons pas vraiment de cas documentés de protection des exploitants. C'est plutôt l'État qui les protège et peut-être les opérateurs économiques eux-mêmes. Parce que là, il y a des questions de bénéfices et d'intérêts et de corruption en même temps et tout ça qui entrent en jeu. Mais je ne peux pas dire plus à ce niveau-là parce que nous, on n'a jamais protégé l'exploitant forestier. D'ailleurs, nous avons, avec l'AFD, on a bloqué tout ce qu'ils avaient comme programme au CAFID parce qu'eux, ils voulaient travailler avec l'exploitant forestier. Nous, on a dit, on ne pense même pas à ces exploitants-là dans notre vision de la règle. C'est l'arbre debout, ce n'est pas l'arbre coupé. Il peut quelque chose comme l'arbre coupé. Nous, notre souci, c'est de voir que c'est le forêt protégé et la protection passe. Le débat sur le modèle de la déforestation, on va toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est la forêt toujours, c'est-à-dire l'agriculture, tous les sept
de ces moteurs-là qui ont été identifiés vont dans le sens de laisser les forêts un peu tranquilles pour s'assurer que ça peut marcher. Et ensuite, je vais revenir sur une question qui prend de l'allure aujourd'hui au niveau international, la biodiversité. Mais la biodiversité, c'est quoi? Les espèces animales et le reste vivent dans des écosystèmes. Si une forêt fait 100 ans, il y aura des espèces dedans. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on commence à séparer, on commence à faire des crédits carbone, des crédits biodiversité. Donc, c'est ça la digression au niveau international, où on cherche toujours à déconcentrer les gens pour que les gens n'avancent pas. Et moi, je crois qu'il faut que nous, communautés, nous puissions prendre ça au sérieux, parce que avec le carbone, là, demain, maintenant, on nous dit crédit biodiversité. Et on est en train de foncer sur ça pour que les gens se déconcentrent pour essayer de faire la question de carbone et entrer dans ce crédit biodiversité. Je me souviens, une anecdote, la guerre à l'Est là, les Rwandais ont pensé qu'en tirant dans les parcs, les gorilles vont aller chez eux. Ils sont partis, c'est vrai. Mais après des moments, ils ne sont pas adaptés, ils sont rentrés. Ils ont des écosystèmes, mais je ne sais pas si ça dépend de quoi. Il faut laisser ces malades des écosystèmes évoluer. Les éléphants, là où ils sont, ils vont rentrer, parce que quand ils trouvent que l'environnement est bon, ils vont rentrer. On ne va pas les créer ni les déplacer, on va aller les prendre en Asie, les amener. Et donc, c'est un peu ça, la réponse. Vous voulez faire les mines, vous devez faire les études. Le pétrole, c'est 10 ans. Avant de sortir la moindre goutte de pétrole, c'est 10 ans. Mais le carbone, vous pouvez faire en 6 mois, en 1 année maximum. Vous avez déjà finalisé la procédure. Je voulais juste rassurer la sœur, parce que je l'avais entendu en sortant. Il est impossible, à mon sens, aujourd'hui on parle maintenant de la notion de crédit carbone de haute intégrité. Le crédit carbone étant un outil de lutte contre les changements climatiques, la lutte contre les changements climatiques, comme le dit notre loi, doit se faire en luttant contre la pauvreté et en préservant la biodiversité. C'est ça la priorité. L'homme est au centre. Et le crédit carbone, je dis ce que j'avais dit au début, n'est qu'un des moyens consensuels pour financer l'action climatique pour l'homme et pour la nature. Et donc, si la longue période dans laquelle quelqu'un veut développer son projet, quand tu es un entrepreneur, tu dois t'adapter. Moi, je viens de passer 4 ans à structurer un projet de 32 ans. On dit toujours que si ton projet porte à 1 année, plante du riz. Si il porte à 10 ans, plante un arbre. Donc, c'est aussi une question de choix. Comment ramener les pouvoirs vers ceux qui ont l'actif, vers ceux qui ont la ressource? C'est comme toute épreuve de force, il faut s'organiser. L'organisation passe par le rôle que la société civile devra jouer pour apprendre aux communautés que des modes de vie durables peuvent leur permettre d'avoir des financements pour lutter contre leur pauvreté, pour accéder à des meilleurs soins, et ainsi de suite. Les communautés forestières sont les plus pauvres du pays. J'ai les camemberts. Nous sommes à 4 heures de route ici, au Kwango. C'est la population qui est la plus pauvre et la plus mal nourrie. J'ai été au Sankourou, il y a des familles qui ont 3 babouches, toute la famille. Les enfants vont à l'école du lundi à vendredi avec les 3 babouches. Les parents et l'aîné vont staffer le week-end avec les 3 babouches. Maintenant, comment on va faire pour amener l'argent aux communautés? On n'interdit pas, et ça, c'est pas le crédit carbone que moi, je pense, ou qui est accepté. On ne peut pas, et le cordon qui l'a dit, il faut avoir le consentement informé, le consentement libre, informé et préalable. Si je vous montre la directive de Gold Standard, qui est une agence de certification, il vous demande même l'invitation que vous avez faite pour que la communauté vienne vous écouter. Vous devez leur présenter la preuve que l'invitation a été faite 1 mois avant le jour de la réunion. 1 mois avant. Je ne crois pas qu'on va interdire aux communautés. Mais je crois que Occident ou pays en voie de développement, nous sommes tous sur une même planète et nous subissons tous les conséquences de nos actes. Nous avons rasé la forêt du Mayombe au Congo central. Ceux qui en payent le plus fort, ce n'est pas les Occidentaux, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, dans l'Ubangi, qui est en train de
Allez, pourquoi la rivière Ubangui est de moins en moins navigable? La déforestation est en train d'entraîner les charriements du sable. L'ensablement est en train de réduire la capacité de navigabilité. Qui en subit le prix? Oui, je pense qu'on ne va pas interdire aux communautés, mais on va proposer aux communautés des alternatives de vie durable. Je viens du Cameroun, j'ai vu des communautés pygmées, grâce à la valorisation des savoirs endogènes, qui touchent des 100 000 $ rémunérés. Donc, c'est pour dire que je pense, ça c'est maintenant mes convictions personnelles, vous l'avez dit vous-même, un problème environnemental est une opportunité environnementale. Et vous allez le remarquer aujourd'hui, par exemple, on ne fait plus de crédit carbone monoculture. Si tu vas avec ton projet uniquement des acacias, personne ne va l'accepter. Aujourd'hui, on est en train de privilégier ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature, qui ne tuent pas la nature, mais qui restaurent la nature. Et ils sont allés même plus loin. Ils ont développé maintenant les crédits biodiversité. Donc, en plus d'avoir restauré la nature en évitant les émissions ou en les capturant, si tu aides à ce qu'il y ait des animaux qui reviennent, à ce qu'il y ait des essences disparues qui reviennent, eh ben, tu peux également monétiser cela. Donc, moi, je rappelle que la cause du problème, c'est l'économie. La solution du problème est économique. En même temps, de pouvoir définir quelles sont les prochaines étapes que nous allons entamer dans les jours à venir. Mais aussi, parmi les panélistes, je pense que le modérateur l'avait dit, le gouvernement a été saisi. Malheureusement, même la ministre de l'Environnement a été saisie. Malheureusement, il s'est avéré que et la ministre et le secrétaire général étaient en dehors de la ville. Tous sont entrés hier soir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas pu avoir le gouvernement, mais que cela ne tienne, je pense que les débats, les échanges ont été fructueux et que nous aurons certainement dans nos prochaines rencontres la possibilité d'échanger également avec le gouvernement. Donc, on met d'abord le petit spot. L'humanité entière est confrontée aux défis colossaux des changements climatiques. L'humanité entière est confrontée aux défis colossaux des changements climatiques. Ces perturbations observées à travers le monde. L'augmentation de la fréquence, de la durée et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes en est l'une des conséquences les plus immédiates. Face à cette crise climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un pays solution. Ses atouts reposent sur 4 volets majeurs: le massif forestier, les ressources en eau, la biodiversité et les minerais stratégiques. La RDC possède un massif forestier de 145 millions d'hectares, capable de séquestrer un stock estimé à 40 gigatonnes de carbone. Elle abrite également d'importantes réserves de minerais stratégiques tels que le cobalt, le cuivre, le coltan et le lithium. Pourtant, malgré ces richesses essentielles à la régulation climatique, nos communautés restent sans retombées significatives. Conscient de cela, le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, CENADEP en sigle, lance l'Observatoire du marché carbone en RDC. Afin de contribuer au monitoring du marché carbone en vue de renforcer le contrôle citoyen, l'accès à l'information et la redevabilité et d'assurer la redistribution équitable des bénéfices carbone et leur impact sur la vie des communautés. Oui, pour un marché carbone durable, transparent et au service des communautés. Voilà. OK. Le souci là, que cette initiative est lancée, justement pour fournir, je nous dispense de tout ça parce que on venait de le dire tout à l'heure, l'initiative nous permet justement de contribuer à la gestion durable du secteur de l'environnement. Et là, on le prend dans sa globalité, puisque dans tous les cas, les questions de crédit carbone sont circonscrites dans la grande question environnementale. Donc, contribuer à la gestion durable du secteur de l'environnement en vue de maximiser son impact sur la réduction de la pauvreté. Le CENADEP et les acteurs de la société civile, notre combat majeur,
c'est de pouvoir œuvrer pour garantir le bien-être des communautés. Dans tout ce que nous faisons, nos actions convergent ou doivent converger pour garantir le bien-être des communautés. Et tout le travail qui pourra être fait dans le cadre de cet observatoire, c'est justement pour que le Congolais, pour que les communautés puissent sortir de la pauvreté. Et nous avons deux objectifs spécifiques majeurs. C'est contribuer au monitoring du marché en vue de renforcer les contrôles citoyens, l'accès à l'information et la redevabilité. Tout à l'heure, on se dit comment on peut procéder au contrôle citoyen si on n'a pas l'information. Comment on peut procéder au monitoring si on n'est pas formé, si on n'a pas la maîtrise des principes du secteur. Je crois que plusieurs recommandations sont sorties et qui ont été très bien notées et qui seront concrétisées dans les jours à venir. Donc, le but de l'observatoire, c'est justement contribuer. Pourquoi contribuer? Parce que nous pensons qu'il y a déjà un monitoring qui est fait. Peut-être pas aujourd'hui vulgarisé, mais il y a déjà le GTSR, il y a d'autres organisations qui le font déjà, et l'observatoire viendra contribuer, mettre la patte, on dit le main à la pâte, sur le travail qui est déjà en train d'être fait par les autres acteurs. Mais vous allez comprendre que le travail qui sera fait par l'observatoire, c'est un travail purement scientifique. Scientifique, pourquoi? Parce que tout ce qui va être fait, ça sera de renforcer les capacités en termes de connaissances des acteurs, que ce soit la société civile, même le gouvernement, parce qu'on nous dit ici parfois, dans notre gouvernement, il y a des gens qui sont là où ils ne doivent pas être. Non pas parce qu'ils le veulent, mais c'est ça le système du pays. Mais en renforçant les capacités du gouvernement, de la société civile que nous sommes, et même de communautés, on a vu les recommandations qui sont sorties ici, ça permettra de faire un meilleur suivi, un meilleur contrôle citoyen, et aussi que les communautés et que le Congolais puisse demander des comptes acquis de droit. Et aussi, il y a le deuxième objectif, c'est celui de s'assurer que la redistribution équitable des bénéfices carbone et leurs impacts sur la vie des communautés. Nous savons, malheureusement, la personne qui devait parler pour le compte du gouvernement n'est pas là, mais le but c'était de nous faire un peu la cartographie de tout ce qui est comme contrat, marché au niveau de la République, pour qu'on sache il y en a combien. On parle de HERA, on parle d'autres entreprises. On voulait un peu savoir quel est le regard et est-ce que le gouvernement connaît qui fait quoi. C'était aussi ça le but, mais malheureusement, je crois que ça n'a pas, on pourra le faire plus tard. Mais c'est dire de tout ce qui est fait, de tout ce qui est généré, quelle est la part des communautés. Comment se fait la redistribution? Nous avons le décret interministériel. J'ai vu l'expert insister sur le fait. Ça, c'est la partie gouvernement. Donc, la part qui revient au gouvernement est divisée, clairement repartie de cette manière-là. Oui. Mais il y a d'autres questions qui surgissent. Comment en sommes-nous arrivés? Quelle est la base sur laquelle une entreprise dit que ça, c'est pour le gouvernement, ça, c'est pour moi? Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles peut-être qu'en tant que société civile, on ne comprend pas. Et que c'est important à travers les recherches, les études, les échanges, les enquêtes, pour qu'on sache quelle est si on parle de base taxable, est-ce que sur quoi telle entreprise payera 20 millions ou 4 millions à un gouvernement? Comment ils se repartissent? Sur quelle base ils tablent, etc. Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles on va arriver à pouvoir chercher à comprendre. Donc, la redistribution équitable des bénéfices et même la part qui est donnée au gouvernement. On a vu avec l'arrêté 25% pour la province et puis dans les 25%, il y a mais en tout cas des pourcentages qui sont donnés aux ETD. On se demande même, est-ce que ces pourcentages qui sont donnés aux ETD arrivent réellement dans la casserole des ménages, etc. Tout ça, ce sont des questions. Et à travers les informations, à travers les données, à travers la production de l'observatoire, cela donnera de la matière à la société civile, donnera de la matière aux acteurs pour œuvrer afin que ces revenus soient équitablement redistribués. Nous avons 3 axes de travail. Il y a le contrôle citoyen, la redevabilité. Et dans ça, en tant que société civile, on sait tout le travail qui est fait
en termes de renforcement. D'abord, il y a le renforcement des capacités, c'est revenu plusieurs fois, pour comprendre un peu, est-ce que le contrôle citoyen dans le secteur des marchés carbone se fait de la même manière que dans d'autres secteurs, par exemple les mines, etc. Est-ce qu'il y a des principes qu'il faut suivre? Tout ça, c'est important. Est-ce qu'on vient seulement, on commence à dire, nous, on ne veut pas la répartition telle qu'elle est dans l'arrêté ministériel? Oui, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on se base pour qu'un contrôle citoyen dans le secteur soit productif. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on va revenir, mais aussi la redevabilité. On va demander des comptes à qui? Au gouvernement, aux entreprises, à qui? Et qui doit nous, et comment devons-nous demander des comptes? Ça, c'est important. Il y a le deuxième acte, la redistribution équitable des bénéfices carbone. Ça, c'est vraiment sur tout le contrat conclu entre les entreprises ou les développeurs de crédit carbone avec les communautés. Est-ce que ça suit des règles? Qui a signé? Est-ce que les communautés ont-elles été en tout cas, il y a eu le CLIP, le consentement libre et éclairé des communautés. Et même qui dit communauté, est-ce qu'on n'a pas fait dans une case avec seulement le chef coutumier? Parce que j'ai suivi ici, on nous a parlé des standards. On demande même la lettre qu'on a envoyée. On connaît, on sait dans quel contexte nous évoluons. On peut produire une lettre que les communautés n'ont pas vue. On peut fomenter une lettre dans un coin et puis on envoie pour avoir la certification. Donc, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles cet axe va essayer de voir. Est-ce que telle entreprise a suivi tout le processus, que ça soit légal, que ça soit usuel, que ça soit pour que le contrat avec les communautés soit complet? Est-ce qu'il y a eu un contrat? S'il y a eu un contrat, quelles sont les clauses du contrat? Est-ce qu'on n'a pas floué les communautés? Les communautés ont-elles été assistées, etc. Et même dans ce contrat, que gagnent les communautés? On le voit, par exemple, dans le secteur minier, aujourd'hui, il y a des cahiers des charges. Il y a des sociétés, je vois, qui ont des cahiers des charges, TKR et les autres. Mais quel est le contenu de ces cahiers des charges? Mais aussi, au-delà du cahier de charges, quelle est la responsabilité sociétale même de ces... Si on en parle dans le secteur des marchés carbone, est-ce qu'il y a une responsabilité sociétale? Parce qu'au-delà des droits qui sont des retombées économiques, mais il y a aussi, il doit y avoir des retombées environnementales. Est-ce que le fait de séquestrer, de produire, etc., est-ce qu'il y a des impacts directs sur l'environnement sur lesquels il faudrait que l'entreprise soit attentive, etc. Donc ça, c'est important. Toute cette chaîne de valeur est importante. On nous a parlé de la chaîne des valeurs dans les questions du marché carbone. À partir du point A jusqu'au point B, il faudrait que la société civile connaisse toutes les étapes de la chaîne des valeurs du marché carbone. Et enfin, il y a le troisième acte sur l'impact sur la vie des communautés. Voilà. Il y a les contrats, il y a de l'argent qui est donné, mais est-ce que au finish, ça change quelque chose? On le voit dans le secteur minier. Il y a des cahiers des charges, il y a tout ça. Mais à un moment donné, quand on va vers ces communautés, on a l'impression comme si 20 ans, 30 ans après, rien n'a changé. Il y a de l'argent qui est peut-être qui est insufflé, qui est versé. Mais est-ce que ça change vraiment la vie des communautés? Mais pour que ça change la vie des communautés, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on repense notre façon de faire, mettre plus en avant les plans de développement locaux? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut mettre en exergue pour que ce développement soit durable? Il faut que je me le permette. Et quand on parle de la durabilité, je reviens sur ce qu'il a dit, cette durabilité, c'est pas forcément dans le temps, mais c'est aussi le changement que cela doit se faire, notamment sur l'accès aux services publics de qualité. L'eau, on nous parle des écoles, mais quand tu vois, j'ai échangé avec un monsieur sur un projet gouvernemental, il m'a envoyé des photos, j'ai vu même la qualité des écoles, etc. Mais vous construisez une école dans un endroit inaccessible, ça servirait à quoi? Donc, toutes les questions de mobilité, des infrastructures routières. Nous sommes au 21e siècle, il faut qu'on continue à parler des terres battues. On nous a dit ici de l'exode rural. Tout le monde veut venir en ville. Mais il faut qu'on se pose la question, pourquoi? Quelqu'un qui est né, qui n'a jamais vu l'électricité. Et puis un bon jour, il vient faire son commerce, il voit le courant. Vous pensez que cette personne va rentrer? C'est la même attitude que les Africains et les personnes des pays en voie de développement, lorsqu'ils vont en Occident, ils voient tout le confort et se disent, moi, je rentre plus. Donc, comment arrêter cette hémorragie? Tout ça, ce sont des questions sur l'impact réel sur la vie des communautés en lien avec
tout le bénéfice que nous avons dans le marché carbone. Il ne suffit pas seulement de dire que nous avons donné 4 millions de dollars aux communautés, mais ça a servi à quoi? On le voit dans le secteur minier, nous avons des ETD au niveau de Lualaba et du Katanga. Juste après la promulgation de la nouvelle loi du code minier, ils ont commencé à encracher beaucoup de moyens, mais la situation des communautés est restée la même. Donc on se dit, mais on donne des millions, mais ça sert à quoi? Tout ça, ça c'est le travail que la société civile, en principe, fait et devrait faire, mais en ayant des éléments qui seront mis à sa disposition. Alors, on pourrait se poser la question sur la nature juridique, du moins sur la nature de l'observatoire. Déjà, l'observatoire, c'est une personne qui n'a pas de personnalité juridique, bien entendu, mais c'est un outil. On veut vraiment que ça soit un outil pour le rendre plus fluide. Pas chercher à compliquer les choses, surtout avec les nouvelles mesures gouvernementales actuelles. On veut quelque chose de fluide. C'est un outil de monitoring et de recherche pour améliorer justement la gouvernance du secteur. C'est un outil mis à la disposition de la société civile. Et qui dit un outil de recherche, c'est-à-dire qu'il faut des productions qui sont scientifiques. Ainsi, pour terminer, on revient maintenant à la composition. Ça sera composé de qui et de qui? Deux catégories de personnes. Il y a le coordonnateur, bien entendu, qui sera du CENADEP, mais aussi les experts. Pourquoi les experts? Après les échanges, nous-mêmes, nous avons vu que nous avons à apprendre. C'est une matière qui n'est pas maîtrisée par la société civile. Nous avons besoin des experts. Et nous sommes, on dit toujours, il ne faut pas inventer la roue. La roue, on ne l'invente pas. Il y a des gens qui ont déjà inventé. Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Il y a un observatoire qui est sur le marché carbone, mais qui ne fait pas pratiquement la même chose que nous, qui existe par exemple à Bruxelles et ailleurs. Quand vous voyez la composition, c'est beaucoup plus les experts. Parce que ce sont les experts qui vont nous donner de la matière. Ce sont les experts qui vont nous aider à mieux comprendre le secteur. Donc, on va travailler beaucoup plus avec les experts qui vont éclairer notre lanterne pour que la question du marché carbone soit un peu comme la question minière. Même un jeune de l'université peut venir, peut-être pas dans toute sa globalité, mais au moins parler des questions des mines. Pour que la question des marchés carbone soit mise à la disposition du public, pour que la question du marché carbone soit débattue par les citoyens lambda. Que ça ne soit plus réservé à un clan, à un groupe de personnes. Mais pour en arriver là, il faut produire plus. Tout ce qui est dit, si on a dit beaucoup de choses, mais si on peut circonscrire tout ça dans les études, dans les enquêtes, dans les données, ça sera des éléments pour la société civile afin de mener chacun, en tout cas pour ceux qui les concernent, des activités. Et je pense que pour ne pas aller loin, c'est un peu ça ce que nous allons faire. Les activités sont là, mais nous allons voir plus tard dans un autre cadre quelles sont les priorités de l'observatoire et par quoi nous allons commencer. Vous-même, vous l'avez remarqué, que nous avons besoin d'un renforcement de capacité. Beaucoup de recommandations sont ressorties et je pense que dans un futur proche, nous allons revenir et donner le format. L'observatoire ne forme pas. L'observatoire donne la possibilité tout simplement aux gens de savoir qu'il faut se former. Ça peut être le CENADEP, ça peut être une autre structure qui prend l'initiative de pouvoir former et nous inviter, nous viendrons. Mais dans les jours à venir, je pense que le renforcement des capacités devient un élément essentiel avant de commencer à parler d'autres choses. Mais aussi un autre élément essentiel, il faut que nous ayons la cartographie de tous ces acteurs qui agissent dans le secteur du marché carbone. Il faut les connaître. Qui fait quoi pour le compte de qui? Et comment le fait-il? Ça, c'est aussi un élément essentiel. Peut-être pour la cartographie et le renforcement des capacités, nous allons toujours recourir aux experts pour nous aider. Je dis et je vous remercie. Tous les ambassadeurs de l'Union européenne et ceux d'Amérique à Kisangani pour aller voir le forum.